9 juin 1944. Dans les rues de Tulle, en Corrèze, des corps se balancent aux balcons, aux lampadaires, aux arbres. 99 hommes pendent sous le regard horrifié de la population. Ce n'est pas le résultat d'une bataille, mais d'une vengeance méthodique orchestrée par l'une des divisions les plus redoutées du Troisième Reich, la Das Reich. 48 heures plus tôt, cette même ville célébrait sa libération dans l'euphorie. Comment Tulle a-t-elle basculé de l'espoir à l'horreur en seulement 2 jours? Retour sur l'un des massacres les plus terribles de l'occupation allemande en France. Le 7 juin 1944, au lendemain du débarquement en Normandie, Tulle s'éveille dans un climat d'espoir sans précédent. Les nouvelles venues des plages normandes ont électrisé la résistance locale. Pour les maquisards des francs-tireurs et partisans, les FTP, l'heure est venue de passer à l'offensive. Ils sont environ 3000, armés de fusils disparates, de mitraillettes récupérées, d'explosifs de fortune. Face à eux, une garnison allemande d'environ 350 hommes occupe les points stratégiques de la ville. À l'aube, l'assaut commence. Les résistants surgissent de toutes parts, prenant les Allemands par surprise. Les combats éclatent dans les rues étroites de la vieille ville. Maison après maison, carrefour après carrefour, les maquisards progressent. Leur détermination et leur connaissance du terrain compensent leur manque d'équipement militaire. Les soldats allemands, dépassés par le nombre et la férocité de l'attaque, tentent de résister, mais doivent progressivement se replier. En milieu d'après-midi, les derniers Allemands se réfugient dans l'école normale d'instituteurs et la manufacture d'armes. Ces bastions tombent à leur tour après plusieurs heures de siège. Vers 17 heures, c'est terminé. Tulle est libérée. Le bilan est lourd. 37 résistants sont tombés au combat, mais la victoire est totale. Du côté allemand, on compte entre 40 et 60 morts, selon les estimations. La liesse populaire explose dans les rues. Les drapeaux tricolores apparaissent aux fenêtres. On embrasse les libérateurs. On chante la Marseillaise. On pleure de joie. Pour la première fois depuis 4 ans, Tulle respire l'air de la liberté. Les familles sortent, les commerces rouvrent, la vie semble pouvoir reprendre. Personne, en cette soirée d'euphorie, n'imagine le cauchemar qui se prépare à quelques kilomètres de là. Car à Montauban, une colonne de la 2e division blindée, SS Das Reich, remonte vers la Normandie. Et elle vient d'apprendre ce qui s'est passé à Tulle. Le 8 juin à l'aube, les chars allemands pénètrent dans Tulle. Mais ce ne sont pas les mêmes soldats que la veille. La Das Reich est une division d'élite de la Waffen-SS, aguerrie sur le front de l'Est, habituée aux combats les plus brutaux. Son commandant, le général Heinz Lammerding, est un nazi convaincu, froid et impitoyable. Pour lui, l'attaque des maquisards n'est pas un acte de guerre légitime, mais du terrorisme qui mérite une punition exemplaire. Les habitants qui s'aventurent dans les rues au petit matin comprennent immédiatement que quelque chose a changé. Les chars Panther et les véhicules blindés quadrillent la ville. Des soldats en uniforme noir, casqués, lourdement armés, prennent position à chaque carrefour. Ces hommes ne ressemblent en rien à la garnison de la veille. Ils dégagent une menace palpable, une violence contenue prête à exploser. Les maquisards, conscients de l'inégalité du rapport de force, ont déjà évacué la ville et se sont repliés dans les maquis environnants. Ils savent qu'affronter une division blindée SS avec leurs armes légères serait un suicide. Mais en partant,
Ils laissent derrière eux la population civile, sans défense face à ce qui va suivre. Lammerding convoque les autorités locales et annonce sa décision. Il y aura des représailles. Pour chaque soldat allemand tué la veille, 3 hommes de Tulle seront pendus. Selon ses calculs, cela signifie environ 120 exécutions. Le préfet tente de négocier, de faire appel à la raison, au droit international, à l'humanité. Peine perdue. Lammerding est inflexible. Les ordres sont donnés. À 9 heures du matin, les rafles commencent. Des unités SS parcourent la ville, frappant aux portes, fouillant les maisons. Tous les hommes de 16 à 60 ans doivent se rassembler immédiatement. Pas d'exception, pas d'excuses. Ceux qui tentent de se cacher sont sortis de force. Ceux qui résistent sont frappés. En quelques heures, plus de 3000 hommes sont regroupés sur la place de Souillac et dans les rues adjacentes, encerclés par des mitrailleuses. Sur la place de Souillac, sous le soleil de juin, 3000 hommes attendent, debout, serrés les uns contre les autres, sous la surveillance constante des SS. Personne ne sait encore ce qui va se passer, mais la terreur est palpable. Les femmes, les enfants, les personnes âgées forment une foule impuissante derrière les cordons militaires, cherchant désespérément à apercevoir leurs maris, leurs fils, leurs frères. La sélection commence. Des officiers SS circulent entre les rangs, examinant les papiers d'identité, posant des questions, scrutant les visages et les mains. Ils cherchent des traces de poudre, des callosités suspectes, des signes d'activité résistante. Mais très vite, les critères deviennent flous, arbitraires, absurdes. Un homme est désigné parce qu'il a l'air jeune et fort, un autre parce qu'il ne porte pas d'alliance, un troisième simplement parce qu'il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Des scènes déchirantes se déroulent sous les yeux de tous. Un adolescent de 16 ans est arraché à son père qui tente de le protéger. Un ouvrier de la manufacture d'armes qui n'a jamais participé à aucune action de résistance est désigné. Un père de 6 enfants supplie qu'on l'épargne. Les SS restent de marbre, impassibles, méthodiques dans leur cruauté. Finalement, 120 hommes sont séparés du groupe et alignés contre un mur. Le désespoir est total. Les condamnés comprennent qu'ils vont mourir. Certains pleurent, d'autres restent stoïques, d'autres encore crient leur innocence. Derrière les cordons, les hurlements des femmes et des enfants déchirent l'air. C'est alors que le préfet et plusieurs notables interviennent une dernière fois auprès de Lammerding. Ils négocient, supplient, argumentent pendant de longues heures. Le commandant SS finit par céder partiellement. Au lieu de 120 pendaisons, il n'y en aura que 99. 21 hommes sont épargnés in extremis et rejoignent le groupe principal. Mais cette clémence n'est qu'une illusion. Pour les 99 autres, le calvaire ne fait que commencer. À 15 heures, le 9 juin 1944, commence l'une des pages les plus noires de l'occupation. Les SS ont tout préparé avec une efficacité glaçante. Des cordes ont été disposées dans toute la ville, balcons en fer forgé, réverbères, arbres robustes de la rue d'Utrecht, de la rue Gambetta, de l'avenue de la Gare. Chaque point stratégique devient un gibet improvisé. Les 99 condamnés sont divisés en groupes de 10 ou 12 hommes. Chaque groupe est conduit vers son lieu d'exécution, encadré par des SS armés jusqu'aux dents. La population est forcée d'assister au spectacle. C'est précisément le but recherché par Lammerding. Terroriser,
marquer les esprits, briser toute volonté de résistance future. L'exemple doit être public, visible, inoubliable. Les pendaisons ne sont pas des exécutions rapides. Les nœuds coulants ne sont pas calculés pour briser instantanément les vertèbres cervicales et provoquer une mort immédiate. Non, ils sont conçus pour étrangler lentement. Les condamnés sont hissés, parfois sur des échelles qu'on retire ensuite, parfois simplement soulevés puis lâchés. Leur agonie dure de longues minutes. Certains se débattent violemment, d'autres se raidissent puis s'affaissent progressivement. Les bruits de suffocation, les gémissements, les râles emplissent les rues de Tulle. Pendant des heures, le massacre méthodique se poursuit. Les habitants sont contraints de continuer à vivre au milieu de cette horreur. Une mère doit acheter son pain en passant devant le corps de son fils qui se balance au balcon. Des enfants rentrent de l'école en découvrant leurs instituteurs pendus au lampadaire. Des ouvriers doivent se rendre à leur travail en longeant des rangées de cadavres. Les SS interdisent formellement qu'on décroche les corps ou qu'on leur vienne en aide. Toute tentative serait punie de mort. Les 99 hommes restent donc suspendus toute la nuit. Exposition macabre destinée à graver le message dans tous les esprits. Voici le prix de la résistance. Voici ce qui arrive à ceux qui osent défier le Reich. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. 149 hommes supplémentaires sont entassés dans des camions et déportés vers les camps de concentration allemands. Seulement 46 d'entre eux reviendront vivants de cet enfer. Au total, les représailles de Tulle font plus de 200 victimes. Le 10 juin au matin, après une nuit interminable, les corps sont enfin décrochés. Les familles peuvent enfin récupérer leurs morts, les identifier, les pleurer. Certains sont défigurés par l'agonie, d'autres à peine reconnaissables. Des scènes insoutenables se répètent dans toute la ville. Des veuves qui s'effondrent, des enfants qui découvrent le cadavre de leur père, des mères qui refusent de croire à la mort de leur fils. Tulle est en deuil. La ville, qui 2 jours plus tôt célébrait sa libération dans la joie, est désormais meurtrie, traumatisée, ensanglantée. Le prix de l'espoir s'est révélé terrible. Les survivants porteront ces images gravées dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur jour. La Das Reich, elle, poursuit implacablement sa route vers la Normandie. Elle n'en a pas terminé avec sa campagne de terreur. Le 10 juin également, elle arrive à Oradour-sur-Glane, un petit village paisible de Haute-Vienne. Là, elle commet un massacre encore plus effroyable. 642 personnes, dont 207 enfants, sont massacrées et brûlées vives. La division SS laisse derrière elle un sillage de sang qui défie l'entendement. Après la guerre, la justice tente de rattraper les responsables. En 1951, Heinz Lammerding est jugé par contumace par un tribunal militaire français et condamné à mort pour crime de guerre. Mais l'Allemagne de l'Ouest refuse son extradition. Le général SS ne passera jamais un seul jour en prison. Il mourra tranquillement dans son lit en 1971, en Allemagne, sans avoir jamais payé pour ses crimes. Cette impunité reste une blessure ouverte pour les familles des victimes et pour la mémoire collective française. Aujourd'hui, Tulle n'a pas oublié. Des plaques commémoratives marquent chacun des lieux de pendaison. Les noms des 99 martyrs sont gravés dans la pierre. Chaque 9 juin, la ville se recueille et se souvient. Des cérémonies ont lieu, des gerbes sont déposées. Les derniers témoins racontent encore et toujours, tant qu'ils le peuvent,
pour que l'oubli ne l'emporte pas. Le massacre de Tulle reste l'un des épisodes les plus sombres de l'occupation en France. Il symbolise la barbarie nazie dans ce qu'elle a de plus implacable, mais aussi le courage de ceux qui ont osé se lever contre l'oppression. Ces hommes sont morts pour que d'autres puissent vivre libres. Entre l'euphorie du 7 juin et l'horreur du 9, Tulle a vécu le cycle complet de la tragédie. L'espoir, le triomphe, puis le prix du sang. Ces 99 pendus ne sont pas morts en vain. Leur sacrifice nous rappelle que la liberté a toujours un coût et que le devoir de mémoire n'est pas une option, mais une nécessité.